chers collègues, à Roland Mofta, je vous présente quelques particularités cliniques du sujet âgé. C'est vrai qu'on ne peut pas tout voir dans un seul tutoriel, mais nous allons essayer de présenter la majorité des particularités cliniques, thérapeutiques, syndromiques chez le sujet âgé. Question importante pour bien appréhender, bien comprendre et traiter finalement les cas cliniques de gériatrie. Alors, la première particularité, ce n'est pas en soi une particularité, la définition d'un sujet âgé est très difficile à cerner. L'OMS donne une valeur, l'INSEE donne une autre valeur. En hospitalisation, en court séjour, il y a un seuil pour l'âge à partir duquel on hospitalise en court séjour gériatrique. Donc, et on voit bien que le vieillissement n'est pas le même en fonction de notre trajectoire de vie, en fonction de notre environnement aussi. On ne vieillit pas de la même manière en forêt amazonienne qu'en France. Grosso modo, en France, il faut retenir qu'à partir de 60 ans, on peut bénéficier des aides personnalisées à l'autonomie. À partir de 60 ans, vous pouvez entrer en EHPAD ou vous pouvez faire entrer votre patient en institution à partir de 60 ans. Néanmoins, pour l'INSEE, c'est 65 ans. L'implication, elle est économique. Est-ce qu'on peut travailler jusqu'à 65 ans ou pas? Pour l'hospitalisation dans les services de gériatrie, le seuil retenu, c'est 75 ans. Avec comorbidité, ce n'est pas parce qu'on a 75 ans qu'on va impérativement intégrer un service de gériatrie, mais si on a 75 ans avec une maladie de Parkinson, un diabète décompensé, une insuffisance cardiaque instable, une BPCO, une perte d'autonomie, on va vous mettre en court séjour gériatrique pour prendre en charge toutes ces comorbidités et bénéficier donc d'une prise en charge plus spécifique, plus gériatrique. Pour certaines pathologies telles que la pyélonéphrite, on va tenir compte de l'âge, 65 ans, avec des critères de fragilité, c'est les critères de Linda Frey. Donc, voilà à peu près cette notion d'âge, elle est un peu difficile à cerner, mais retenir ces seuils, OMS, seuil d'attribution de l'APA, seuil d'hospitalisation dans un service de court séjour. Et on ne peut pas vous présenter les particularités cliniques du sujet âgé sans vous parler du fameux schéma de Bouchon. Alors, si vous passez en gériatrie, si vous étudiez les questions de gériatrie, vous avez certainement connaissance de ce schéma. La ligne 1 représente le vieillissement physiologique. Le vieillissement ne signifie pas maladie. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on va forcément faire de l'insuffisance cardiaque, qu'on va forcément faire une BPCO, du diabète ou d'autres pathologies. Cependant, les maladies chroniques précipitent le vieillissement. C'est la ligne 2. Quand vous avez une maladie chronique, elle va vous fragiliser et accélérer votre vieillissement. D'autant plus si celle-ci n'est pas bien suivie, n'est pas équilibrée. Et le risque ultime, c'est le décès. Mais le vrai facteur précipitant qui peut conduire au décès, c'est la ligne 3, c'est la maladie aiguë. Vous voyez bien qu'il y a des retours 2 et 3, il y a des retours vers la ligne 1. C'est-à-dire, on peut faire une décompensation d'insuffisance cardiaque et retrouver son état de base, un vieillissement physiologique ou un vieillissement fragilisé, la maladie chronique est fragilisée par la maladie aiguë, mais parfois, hélas, on a une cascade gériatrique, une personne
qui a un vieillissement physiologique aggravé par une maladie chronique, au décours d'une hospitalisation, on va faire ce qu'on appelle une cascade gériatrique, une décompensation rapide de polypathologie, souvent qui conduit vers le décès. C'est-à-dire une personne insuffisante cardiaque hypertendue BPCO, il va à la fois décompenser sa BPCO. Celle-ci va décompenser son insuffisance cardiaque. Il va se compliquer d'une insuffisance rénale aiguë, un syndrome cardio-rénal, parce qu'il y avait un début d'insuffisance rénale. Et finalement, ne sachant pas prendre en charge toutes ces pathologies ou la polypathologie étant tellement décompensée, la prise en charge est difficile, voire impossible. La finalité, c'est le décès. Alors, quelles sont donc les principales particularités cliniques, sémiologiques, syndromiques chez le sujet âgé? D'abord, les paramètres vitaux. Faites attention. En cas clinique, la fréquence cardiaque chez une personne âgée, faites très, très attention quand vous avez une fréquence cardiaque normale, ça ne veut pas dire qu'elle est vraiment normale. On peut avoir une authentique embolie pulmonaire avec une fréquence cardiaque normale. On peut avoir un vrai sepsis avec hyperthermie et une fréquence cardiaque normale. Il n'y a pas de tachycardie. Simplement, votre personne âgée est sous bêta-bloquant. Donc, vérifiez bien dans vos dossiers cliniques s'il y a une prise de bêta-bloquant. S'il y a une prise de bêta-bloquant, on vous donne une fréquence cardiaque normale, considérez qu'il y a une tachycardie. Donc, pour certaines pathologies, particulièrement l'embolie pulmonaire, les états septiques, vous n'aurez pas forcément une tachycardie. Voilà. Donc, quelqu'un peut être en choc, une tension extrêmement basse avec une fréquence cardiaque plus ou moins normale à 80, 85. Il n'y a pas cette fameuse tachycardie compensatrice. Pourquoi? Parce que le bêta-bloquant freine le cœur. Pareil pour l'hyperthermie, on a à l'hôpital des authentiques bactériémies avec une température à 38, 37,9. Mais oui, mais pourquoi? Parce que la personne âgée, votre papy, votre mamie, mange du paracétamol au quotidien depuis des mois, des années. Très attention, faites très, très attention. Donc, on peut avoir un tableau septique, température normale, regardez l'ordonnance. Prise de paracétamol, parfois d'anti-inflammatoires au long cours, bon, mais surtout le paracétamol, un antipyrétique. La personne âgée va l'utiliser pour un tableau douloureux de l'arthrose et que sais-je. Vient à l'hôpital avec une pyélonéphrite ou une PAC, une pneumopathie aiguë communautaire avec une température à 37,8, considérez qu'elle est en hyperthermie. Et à 38, prélevez les hémocultures parce qu'il y a du paracétamol. Pareil pour la fréquence respiratoire, faites très, très attention. Donc, au lieu de vous baser sur la dyspnée, au lieu plutôt de vous baser sur la fréquence respiratoire, regardez la saturation, qui souvent ne trompe pas. Donc, chez la personne âgée, ne vous focalisez pas sur sa fréquence respiratoire. D'accord? Évidemment, s'il y a une vraie intoxication au morphinique, oui, vous aurez un trouble ventilatoire, vous aurez une fréquence respiratoire basse, mais on peut avoir des vrais états respiratoires à type Disney, avec une fréquence respiratoire parfois qui est difficile à prendre. Donc, valeur, valeur de la mesure de la saturation. Mesurez bien euh, la saturation. Chez le patient qui présente une BPCO, attention, ne vous acharnez pas sur la saturation. Ces personnes âgées-là, elles supportent bien une satu à 91, 92. Donc, ne vous acharnez pas à avoir forcément chez le BPCO une saturation à 95, 96. C'est important.
Donc, tant que c'est bien toléré, tant que la personne n'est pas dyspnéique,